Jeff Fillion. Le vestiaire stand-by avec Les et Denise de Beautiful. La boîte à Jerry également. Mais là, on s'en va live sur Radio Pirate Live. On s'en va live. Du côté de Toronto, Joamel est là, un genre de regroupement pour toute l'histoire du secteur minier. C'est ça, je pense. Hein? Oui, écoute, c'est le PDAC. C'est la plus grosse conférence minière au monde. D'ailleurs, il y avait une réception à la Bourse de Toronto, très intéressant. D'ailleurs, il y a plusieurs réceptions concurrentes. C'est dur de faire le tour, là. Plusieurs choses à voir en même temps. Mais sinon, ça commence à reprendre vie. C'est la première fois en 3 ans, depuis le COVID, que ça arrive à la même période qu'avant, c'est-à-dire en mars, à une époque où, je te dirais, les travaux d'exploration sont un peu sur pause. Donc, c'est pour ça que tout le monde peut venir à Toronto. Cette conférence-là a commencé il y a, je pense, une trentaine d'années. Puis au début, c'était vraiment juste quelques prospecteurs qui venaient exposer un peu ce qu'il y avait à vendre en termes de propriété, etc. Puis maintenant, c'est devenu, comme je te disais, la plus grosse conférence au monde. Et tu sens que, tu sais, il y a vraiment du... D'ailleurs, ça va avec Toronto, là, tu sens que le pouvoir est ici, là, tu te promènes dans la rue, tu te promènes dans les cocktails un peu, tu sens que le centre décisionnel est vraiment à Toronto. D'ailleurs, je disais à la blague hier sur Twitter que j'avais mis une photo, la plus grosse réalisation du PQ avec une photo de la BMO. L'édifice de la BMO à Toronto est pas mal plus impressionnante que celle de Montréal. Donc, écoute, le feeling général, je te dirais... C'est un gros symbole, pareil, de voir que la BMO est plus importante à Toronto qu'à Montréal. La Banque de Montréal. Ah, écoute, c'est hallucinant. Le BMO, le BMO Tower, il y a une espèce de centre commercial en dessous aussi. Le TSX est pratiquement adjacent. Là. C'est vraiment impressionnant. Là. La BMO, d'ailleurs, qui est en feu un peu partout en Amérique, sont très, 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 très agressifs. Hey, dis-moi non, j'ai vu que tu étais dans un hôtel pas pire dans le centre-ville aussi. J'ai vu quelqu'un d'autre qui mettait des prix de ce qui se passe dans le domaine de l'hôtellerie en général, un peu partout en Amérique du Nord. Les prix ont été chambardés par la COVID, ça ne s'est pas replacé. As-tu un prix pas pire en plein centre-ville de Toronto ou c'est hors budget? Non, écoute, c'est un peu fou. Là. Moi, je suis au Fairmont parce que tout le monde est ici. Là. La plupart des gens sont de la conférence sont ici. Je pense que c'était quelque chose comme 800 par jour, quelque chose comme ça. Écoute, c'est sûr que c'est un Fairmont. Normalement, le prix normal, c'est quoi? C'est-tu 350? C'est-tu 400? C'est-tu 275? Je ne sais pas, je me souviens pas. Ouais. Mais c'est clair, premièrement, c'est clair qu'ils profitent du fait qu'il y a de la conférence et tout le monde va être ici, là, ça, ils savent. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai vu une statistique aussi des vols. J'ai remarqué que le prix des vols aussi était pas mal plus élevé. Là, on parle de peut-être un 20-30% facilement par rapport à quoi au dernier mois. Donc, overall, je te dirais que la facture, ça paraît là, pour tout le monde. Oui, c'est l'enfer. Hey, parle-moi un peu de la Banque du Canada. Qu'est-ce qu'on s'attend? Parce qu'ils sont fourrés un peu, squeezés avec un dollar canadien qui est sur le bord de prendre une tabarnache de débarque, qui semble sur une slide un peu dangereuse. On voit les derniers jours, entre autres. Donc, ils sont squeezés par ça, mais en même temps, il y a peut-être une pause qui est demandée pour ne pas créer plus de problèmes. Parce qu'on veut arranger des problèmes, finalement. Le but, c'est que la Banque du Canada veut arranger les problèmes qu'elle a créés. Mais il faut faire attention, tout ça est fragile. On peut peut-être même recréer d'autres problèmes. Mais là, il y a le dollar en plus qui semble vouloir sacrer le camp par en bas. Sont quand même dans un genre, ils sont entre deux chaises. J'imagine qu'ils ne savent pas trop quoi faire, mais il faut s'attendre à une augmentation de taux, j'imagine. Ben écoute, c'est un peu en contraste à ce que Jay Powell a dit hier ou avant-hier. Là. Il a dit qu'elle allait continuer de monter, si nécessaire, les taux, même aller jusqu'à, je pense, 5,5 %. Tu vois, actuellement, on est à 4,5 ici au Canada, 4,5, 4,75 aux États-Unis. Tu sais, le Common Say veut que le Canada ne peut pas vraiment être plus que 1 % derrière, si tu veux, les Américains. Donc ça, cet écart-là est un peu en danger à l'heure actuelle si le Canada continue de garder la pédale sur le frein là, pour les taux. Tu vois, hier, j'avais une discussion avec une couple de traders là, qui trade des bons du Trésor, donc ils sont très, très au courant. Ça, ils suivent les taux sur une base quotidienne et la devise quand même très, très serrée. Et il y en a qui parlaient de 1,40, 1,45 même là, pour le dollar canadien là, en termes US. Là. Donc, ça, c'est des choses que j'ai entendues. Là. Mais j'ai pas vu personne qui voyait un dollar canadien plus fort. Moi, je pense que c'est une erreur. On aurait dû continuer d'augmenter d'au moins d'1,25 pour du moins garder la tendance, garder le narratif comme quoi que les taux ont besoin de monter, parce qu'on sont encore largement derrière la courbe. Là. On a quand même une inflation, on va voir les chiffres officiels, mais on est encore à au moins 2,5 % plus élevé que le taux de base, qui est quand même énorme, là, historiquement parlant. Donc, on va le voir, ce qui pourrait être très dommageable. C'est pire de remonter quand tu arrêtes que de continuer d'augmenter constamment. Tu l'as vu au début, on a dû augmenter par 100 points de base, donc 100, 1 %.
Donc, ça aurait été beaucoup moins pire s'il l'aurait fait progressivement à coup de 0,25 ou 0,50, mettons, 2 trimestres plus tôt. Mais on a prévu, c'est toujours des incitatifs politiques. Hein. C'est là qu'on voit que l'idée que la Banque du Canada est indépendante, c'est une totale lubie, cette affaire-là. Ils ne sont pas immunisés par je te dirais, le politique ambiant. Et on le voit là, que c'est probablement la politique actuellement qui drive la Banque du Canada. Qu'est-ce qu'on fait avec... est-ce que... Tu sais, dans un futur, on ne peut pas faire ça overnight, là, mais c'est des discussions qu'on a à chaque fois qu'on voit le dollar canadien prendre une débarque. Je sais qu'il y a des amateurs, il y a beaucoup de gens, les exportateurs adorent un dollar canadien faible, mais je veux dire, ça a un impact sur la vie de tous les jours. Là. Tout augmente parce que la majorité des choses qu'on consomme sont négociées en dollars US, sont importées, etc. Donc... puis je sais que les Canadiens tiennent absolument à leur loonie parce que c'est comme la différence entre eux et les Américains. Mais quand tu as un dollar, puis là, avec le fait que Trudeau a débarqué du pétrole, puis a fait très, très, très mal à l'industrie du pétrole au cours des dernières années, puis qui a comme changé la vocation du Canada, et on l'a vu, là, le pétrole augmente, on dit 70 à peu près du baril ou... Et il n'y a pas d'impact sur le dollar. Avant, on a toujours eu un dollar qui était relié au pétrole. Et pour la première fois de l'histoire du Canada, ce n'est pas arrivé de ça dans la dernière année et demie ou à peu près. Et ça, c'est très inquiétant. Ça veut dire que, tu sais, moi, ce que je crains, c'est qu'on se ramasse avec un genre de dollar canadien plus souvent aux alentours de 60 cents que de 80. Tu sais, la nouvelle normale sera 62, 63 parce qu'on mérite d'avoir un dollar aussi faible parce qu'on a pris des décisions X. Là. Mais on ne peut pas soutenir ça, d'être à côté aux États-Unis d'Amérique, négocier tout ce qu'on a à négocier en dollars US pour le monde. On va prendre un exemple, une ben niaiseux, un char, un téléphone cellulaire. Donc, vous allez le payer 700, 800, 900 pièces de plus alors que vos salaires ne sont pas en conséquence avec un Américain qui achète le téléphone. À moyen et long terme, c'est pas soutenable, ça. Non, puis écoute, on a souvent fait cette remarque-là, le fait qu'avec le pétrole élevé, historiquement, le dollar canadien s'en est beaucoup mieux tiré, même déjà été même au-dessus du dollar américain. C'est pas le cas depuis 3 ans. La tendance est quand même amorcée là, pour un dollar canadien faible. Moi, je pense qu'on commence à voir, je le dis depuis 2-3 ans, on commence à voir l'impact des décisions fiscales, des décisions budgétaires du gouvernement Trudeau. Le gouvernement Trudeau n'a jamais balancé un seul budget en passant. Puis on en parlait justement hier, j'en parlais avec un banquier. Tu sais, il disait, ouais, écoute, il y a un chiffre incroyable qui a sorti. Je pense que c'était Norman Spector qui avait publié ça. Laisse-moi le retrouver, c'est hallucinant. Il y a quelque chose comme, écoute, c'est ça, exact. Par capita, là, les dépenses de programme fédéral ont augmenté de 50% depuis 2015. Ça veut dire ce que vous donnez au gouvernement fédéral là, par capita en termes pour financer les programmes fédéraux divisé par les contribuables canadiens, ça a augmenté de 50% depuis 2015. Là, c'est 16% du PIB canadien. C'est incroyable. Là, c'est du jamais vu. En fait, c'est depuis, je pense, 93-94, quand le Canada était sur le bord, là, le Fonds monétaire international rappelait le Canada à l'ordre. Et un autre chiffre incroyable, Jeff, le nombre d'employés fédéraux a augmenté de 30% depuis que Trudeau est arrivé. Ça n'a pas de sens. Ouais. Non, combine à ça les provinces. On a vu la tendance haussière avec la CAQ, le PQ 2.0. Donc, il y a un poids fiscal de plus en plus grand sur les Canadiens avec une monnaie qui se dévalue. Donc, c'est vraiment ça la plus grosse menace. C'est pas l'extrême droite, c'est pas la Russie, c'est pas le commun des mortels qui lit dans le Journal de Montréal et qui voit des menaces partout, là, le boomer à LCN, là, la plus grande menace sur votre niveau de vie, c'est ça. Là. C'est la façon dont le budget canadien, le budget fédéral est géré. Évidemment, il y a des chocs exogènes, on l'a vu, mais je veux dire, c'est quand même... D'ailleurs, c'est un peu ça le point, c'est que la tendance, c'est un peu avec ça que j'ai commencé l'intervention, la tendance était déjà amorcée pré-COVID, là. Là, le COVID, ça a permis de pivoter dans une ère de « Ah, les déficits ont plus d'importance ». Mais ce qu'on vit présentement, c'était déjà largement initié par Trudeau depuis 2015. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est quoi le mot des gens que tu croises? Tu es à Toronto, je comprends qu'il y a des gens d'un peu partout qui sont avec toi, mais moi,
Moi, j'ai de la misère à imaginer les sondages qui nous montrent qu'on risque d'avoir un nouveau. Je sais pas, j'ai le feeling que Trudeau va être là pour l'éternité, puis qu'il soit bon ou pas bon, stupide ou pas, ça ne change rien. J'ai comme l'impression qu'il y a une clientèle, une clientèle de gens qui ne sont pas très politisés, qui s'en foutent pas mal des budgets et de l'économie en général. Les autres sont comme en amour devant un genre de personnage Instagram, là. Puis, t'avais beau lui dire n'importe quoi, ça ne les fait pas réagir. Est-ce que tu as le mot de Toronto que, parce que c'est quand même un endroit important, puis c'est probablement là que ça va jouer la prochaine élection, parce que si Poilievre veut gagner, il faut qu'il convainque, entre autres, les banlieues de Toronto. Est-ce que tu entends parler un peu d'insatisfaction? Est-ce que tu sens quelque chose où les gens vivent avec ce qu'on a, puis ils savent que ça va probablement rester le même à la prochaine élection aussi? Non, écoute, c'est toujours un sujet un peu touché, la jasée de politique au niveau business, mais bon, quelqu'un lance quelque chose sur Trudeau, puis là, les langues se délient. Je te dirais que je sens beaucoup plus d'ouverture à critiquer ce gouvernement-là. Parce que tu sais que Toronto, c'est le Globe and Mail, il y a toujours une certaine élite financière, qui tend plus du côté libéral, je te dirais. Maintenant, beaucoup plus de scepticisme là, ambiant, je te dirais, évidemment, c'est pas tout le monde, là, mais beaucoup plus de critiques. L'histoire aussi de l'intervention de la Chine dans les élections. Je pense que c'est une addition de choses, la façon dont ils ont dépensé pendant la pandémie aussi. Donc là, maintenant, c'est quasiment... C'est très difficile à tolérer. C'est toi que tu avais vu un gars comme Bill Morneau. Bill Morneau a quand même des liens très étroits avec Bay Street, avec la communauté financière de Toronto. Donc, c'est difficile pour lui de toujours être associé à ce gouvernement de dépensiers-là. J'ai glissé à quelques endroits, là, souvent Poilievre dans la discussion, puis je sens que le courant commence à passer. Il n'est pas, pas aussi connu qu'on le voudrait, mais c'est définitivement là, un bon début. Je n'ai pas perçu rien de négatif, du moins. Je pense que les gens vont être à l'écoute. Et il y a tout à gagner, là, à se faire connaître, là, plus dans les milieux financiers, tout ça. Il a quand même été critique des finances au niveau du ministère le shadow government de l'ancien gouvernement, de l'ancienne opposition conservatrice, avant d'être chef de l'opposition. Mais il y a encore du chemin à faire pour se faire connaître par le mainstream, là, disons. Oui. Oh, il y a encore du travail à faire. Yes. Hey, il faut switcher absolument parce qu'il faut garder plusieurs minutes là-dessus. J'en ai parlé dans Radio Pirate Prime avec Jerry de ce qui sort dans le Daily Telegraph du côté de la Grande-Bretagne. On voit qu'il y a eu des discussions texto qui ont été, je ne sais pas sur quelle application, est-ce que c'est WhatsApp ou une autre? Non, c'est ça. Donc, il y a des discussions entre Boris Johnson, PM de l'époque, le ministre de la Santé, les gens qui représentent également la santé publique, etc. Et ce qui commence à sortir, c'est un peu ce qu'on se doutait et c'est ce qu'aurait dû se douter un paquet de journalistes et de médias à l'époque qui ont embarqué là-dedans en disant hey, on a des gouvernements qui savent ce qu'ils font, ils font ça avec la science. Finalement, c'est un concours, entre autres, sur l'histoire de l'école. Il y avait les masques également, l'histoire de l'école. Il y en a une qui a fait ça en Écosse, là, la PM qui a démissionné il n'y a pas longtemps. Elle a fait ça. Si on ne suit pas, on va avoir l'air à des gens qui sont inconscients. Puis Donc, il y avait comme de la surenchère avec eux. Mais c'est surtout qu'il y avait zéro science qui baquait à peu près aucune mesure qui a été faite. Et là, ça va. Ce n'est que le début de ce qu'on a là, depuis 24 heures. Écoute, ça, c'est je pense que c'est le premier look inside d'une administration. Toutes des choses qu'on a dit en passant, là, relever nos chroniques archivées de 2020, 2021, 2022 dans une ancienne station qu'on avait jasée. On parlait exactement de ça. Quels étaient les incitatifs? Et on est capable, Jeff, d'arriver à ces conclusions-là parce que c'est des incitatifs humains qui sont pratiquement irrésistibles par des gens au pouvoir. Pas parce qu'on savait qu'on avait hacké un ordinateur et on savait ce qu'ils se disaient. On pouvait inférer justement que c'est le genre d'incitatif que les gens avaient et que les politiciens allaient évidemment tomber dans le panneau et appliquer ce genre de mesures débiles-là. Et ce qu'on lit actuellement, justement, des lockdown files, le Telegraph a fait un super dossier là-dessus. Écoute, c'est à peu près, là, c'est de A à Z, à peu près tout ce qu'on avait discuté. Premièrement, puis d'ailleurs, c'est à peu près toutes les mêmes choses qu'au Québec ici. Quelque chose qui est absolument incroyable quand tu le lis, c'est le fait que le ministre de la Santé à l'époque, dès le début, dès avril 2020, lui avait dit, on y avait conseillé, parce que souvent, on se rend compte que la santé publique dit quelque chose qui fait pas mal de sens, mais qui est rejeté par les politiciens parce que, de un, ça va soit pas aller dans le sens qu'ils veulent, ou ça va faire changer la direction, puis ils veulent pas avoir l'air de gens qui savent pas ce qu'ils font, là, parce qu'ils avaient dit quelque chose de contraire de quelques jours, quelques semaines avant, disons.
Donc, le ministre de la Santé s'était fait conseiller de tester tout le monde qui rentrait dans les résidences de personnes âgées, employés, de soutien, patients, etc., symptomatiques, asymptomatiques. Et ils ont refusé parce que ça allait trop monopoliser les tests dans les résidences de personnes âgées. Et le ministre, Matt Hancock, lui, s'était commis devant le public anglais qu'il y allait avoir des tests pour tout le monde, alors qu'en réalité, le reste du monde en santé, peu d'impact de les tester. Le but, c'était d'isoler les gens qui étaient réellement en danger, et on ne l'a pas fait. Et c'est probablement ce qui a été fait aussi un peu partout, c'est-à-dire qu'on a voulu spreader les mesures un peu partout, alors qu'on a ignoré, et on a même, rappelle-toi, on a même vidé des hôpitaux pour mettre les gens dans les résidences de personnes âgées, ce qui a été fait dans l'État de New York, ce qui a été fait au Québec avec les résultats qu'on connaît. Donc ça, ce sont des scandales énormes là, qui ont créé des milliers de décès. Mais non, on parle de quoi? On parle des gens qui ont manifesté dans la rue et qui ont fait des parties cachés. Alors que les morts sont vraiment sur la conscience de ces dirigeants-là qui ont dûment refusé les conseils de la santé publique à l'idée de mieux protéger les gens qui étaient à risque. Et ça, c'est à mon avis, dans ce qui est sorti, c'est un des plus gros scandales. On comprend aussi plusieurs... écoute, il y en a tellement. Il explique qu'il y a un nombre de tests qui a été exagéré. Donc, on comprend que les chiffres, quand tu lis ça, là, overall, les chiffres qu'on nous a présentés, c'était jamais fiable. Ça a toujours été dans le but de faire peur au monde, de soutenir un narratif. Oui. Puis de toute façon, ça n'a rien changé. Tu veux dire, les chiffres, le nombre de tests, le nombre de cas, whatever, là, à the end, à la fin de la journée, on se rend compte que c'était un peu n'importe quoi. On se rend compte aussi qu'il y avait une pression précise sur les dissidents, même à l'interne. Il y avait des députés menés qui ont dit, là, le lockdown, moi, j'ai des gens qui m'appellent, ça ne fonctionne pas, j'ai des commettants qui sont pas d'accord avec cette mesure-là. Et rapidement, ces députés-là, ils ont été isolés. Ils sont même pratiquement fait menacer, non seulement par le ministère, mais il y a même des gens de la santé publique qui ont été mandatés pour convaincre ces gens-là. Donc, il n'y avait pas de place. Tu sais, le rôle du politique, normalement, dans un caucus, il n'y a pas eu le rôle de débat ou normalement, même parlementaire. Ça a vraiment été occulté, cette affaire-là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dissension. Comme je disais tantôt aussi, l'idée que on ne veut pas reculer pour ne pas avoir l'air de qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Un bon exemple, ça m'a donné la santé publique a recommandé de baisser l'isolement de 14 à 5 jours, puis ils ont refusé de faire ça juste pour ne pas avoir l'air de reculer sur un chiffre. Pense à l'impact que ça a eu dans l'économie anglaise, puis la même chose ici en passant. Là, c'est purement sur du paraître. C'est incroyable. Une autre affaire, Jeff, incroyable, il y a un conseiller du PM, un genre de Koskinen anglais, là, que tu vois des messages qui rient ouvertement des gens qui étaient forcés d'être isolés dans les hôtels quand ils rentraient au pays. Fait que tu vois, ça donne un portrait très clair de ce genre de personnages méprisables. C'est des gens que je méprise sans fin, là, ce genre de personnages-là autour des politiciens. Des gens qui gagneraient 35-40 000 dans le privé, gros maximum, qui font actuellement x4 ce montant-là. Des gens qui se sont sentis supérieurs, qu'on a vu souvent, qui ont même brisé leurs propres directives d'isolement et de lockdown. Ces gens-là faisaient le party un peu partout. D'ailleurs, c'était le cas avec la CAQ. J'ai des confirmations qu'il y avait quelques parties olé à gauche et à droite pendant que tout le monde était isolé chez eux. Tu as une histoire d'une firme de consultants qui était payée 2 millions par jour canadien, à peu près 1,quelques millions de livres, pour le test and trace, des chiffres qui n'ont aucun bon sens au final et qui n'ont rien donné autre que faire peur au monde. Fait que, tu sais, la conclusion, c'est la même chose. C'est la même chose qu'on a vécu ici. C'est la prépondérance du politique versus la science de la santé publique, même si dans la santé publique, on sait que ça a toujours été un peu la partie de la médecine que tout le monde riait un peu. Là. Mais par contre, il y en a vraiment qui ont tenté comme d'appliquer des mesures qui étaient moindrement scientifiques et ça a toujours été drivé par le politique là, dès les débuts de la pandémie. Et ça, il faut le rappeler. Comme je te disais, le mépris des conseillers politiques pour les gens qui souffraient des mesures imposées, des gens complètement déconnectés. La classe laptop était au chalet pendant que les gens étaient dans leur logement. Pas de sport puis pas d'activité. Mais ça, tout le monde s'en est foutu. Et une affaire très claire qu'on lit là, dans les messages, c'est la pression constante, Jeff, des médias pour imposer plus de mesures plus rapidement. Ça a eu un impact direct sur les politiciens parce que les politiciens avaient peur de ce qui allait sortir dans les médias, donc devaient s'arrimer avec, je te dirais, la pression politique parce que c'était vraiment de l'activisme de la part des médias de vouloir justement driver le narratif là, du lockdown. Ça, c'est très clair quand on lit. Là, on sent qu'il
qu'il y a toujours une préoccupation de « Ah, mais les médias nous demandent de faire plus. » Même chose, comme tu disais, la surenchère entre les États, ça l'a joué aussi, mais les médias en mettaient une couche par-dessus eux autres. Là. Donc, c'est essentiellement les lockdown files. Puis, je pense que c'est une question de temps avec quelque chose, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir come clean là-dessus. Là. C'est sûr que le fait d'exposer ces messages-là, tu deviens un peu un héros par rapport à ce que tu as fait. Là. Donc, moi, je pense que c'est une question de temps avant qu'on ait quelque chose de similaire, non seulement au Canada, mais aux États-Unis également. Là. Ça va sortir, c'est une question de temps. Donc, les enfants de chienne des médias ont quand même encore beaucoup de pouvoir aux yeux des politiciens. Ils ont peur d'eux, donc ils contrôlent l'agenda comme ça se peut pas. Et dans les histoires qui avaient sorti 24 heures avant ça, n'oublie pas qu'il y avait aussi, ce qu'on avait su, c'est qu'il avait comme inventé un variant britannique qui n'existe pas. Et le variant britannique qui a été reporté dans les journaux le 27 décembre ici au Québec. Attention, on a un nouveau variant britannique qui a été détecté à Ottawa. Ça n'existait pas, ce variant-là. Il a été inventé pour faire peur au monde parce que la santé publique et les politicos anglais disaient « Bon, les gens, là, avec Noël, ils ont comme décroché. C'est le temps de les ramener. Il faut inventer de quoi? Il faut arriver avec un choc. » Et ils ont inventé un variant britannique qui n'existe pas. Mais où étaient les décrypteurs? Pour nous informer là-dessus. Oui, où étaient les décrypteurs? Les décrypteurs. Donc, non, mais là, ce que tu vois, c'est les plus grands désinformateurs de tous avec leurs alliés dans les médias. Donc, on a la preuve, hors de tout doute, que justement, la plus grande menace sur votre mode de vie, c'est ces gens-là, c'est ces régimes-là. C'est pas la Russie, c'est pas... Et ce qu'on vit actuellement, ça fait une belle suite avec notre introduction sur la Banque du Canada, c'est en conséquence directe avec les mesures non scientifiques qui ont été imposées. Ils veulent balayer ça en dessous du tapis. Ah, c'est passé, ça. Il n'y a personne qui parle de ça. Il ne faut absolument pas que ça... Ah oui, ils veulent continuer, eux autres, et ils s'accrochent sur cette branche-là encore. Ben oui, c'est sûr que toi, tu ne veux pas en parler. Non, exact. C'est sûr que tu veux pousser ça en dessous du tapis. Là. C'est comme si ça avait pu arriver. C'était pas arrivé. Ben oui. Mais il ne faut absolument pas que ça parte. Il faut qu'il y ait des conséquences derrière ça. Il faut absolument qu'il y ait des conséquences pour ces gens-là. J'ai hâte de voir, d'un point de vue politique, s'il va y avoir des conséquences pour ces acteurs-là. Mais en fait, c'est pas mieux. Vraiment, c'est que les travaillistes, le Labour, qui est un peu comme le PQ ici, même Québec solidaire, là, en Angleterre, c'est pas tellement mieux. Donc, à suivre, genre de voir comment ça va se passer. Mais moi, je pense que c'est une question de temps, Jeff, avant qu'on aille des leaks, des fuites similaires ici qui vont exposer le vrai visage là, de la gestion politique de la pandémie ici au Québec. Moi, j'ai une quinzaine ou une vingtaine de noms des médias, de commentateurs, de gangs de grosses têtes enflées que j'aimerais qu'ils nous demandent pardon, mon oncle. Et je ne serais pas rassasié tant que je n'aurais pas un pardon, mon oncle. Puis ma liste est longue. Puis il y a des noms qu'on n'a pas besoin de fouiller de midi à 14 heures pour les trouver. Mais c'est des gens qui, en ce moment, font semblant que la COVID n'a jamais existé. Ils m'énervent pas à peu près. Joe, bonne fin de semaine à Toronto. On s'en parle la semaine prochaine. Joe Hamel était avec nous, disponible si vous voulez le suivre sur Twitter. Mon nom est Jeff Fillion. Après le vestiaire avec Les et Dennis the Beautiful. Dennis est aux anges avec les sénateurs. Il capote bien raide. On vient.